Bon, merci. Donc c'est dans le cadre des actions qui sont liées à la semaine de la presse qu'on a pu obtenir aujourd'hui que Philippe Pujol vienne dans ce lycée. Il est très demandé, donc c'est quand même bien pour vous et pour l'ensemble de l'établissement qu'il ait pu se rendre disponible et qu'il ait accepté. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et à très bientôt. Pour finir la présentation après la proviseure, donc Philippe Pujol, vous en avez tous discuté, que ce soit avec Mme Exbraya, avec moi la semaine dernière. Vous avez lu un peu, beaucoup, passionnément ses chapitres. Voilà, on laisse M. Pujol s'exprimer. Il n'y a pas de mauvaise question, vous pouvez y aller. Même ce qui vous semble idiot, vous pouvez le demander. Si la question vous traverse la tête, c'est qu'elle a une raison d'être. Il faut faire attention quand même. Allez-y, non, il n'y a pas de mauvaise question. Puis j'y réponds à tout, de toute façon. On remercie aussi Thierry Guibaud du Clémy, qui organise la semaine de la presse. Bonjour, je m'appelle Mamie. Quelles sont les études que vous avez faites? Alors, j'ai un parcours atypique, moi, pour un journaliste. J'ai fait de nombreuses études et je n'ai pas été un étudiant modèle, loin de là. C'est-à-dire que donc j'ai fait ma scolarité tout autour de ce lycée, parce que je suis de ce quartier-là. Et j'ai fait des études de biologie. Et j'ai eu une maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes. Et après, j'ai eu ce qui s'appelle aujourd'hui un master. À l'époque, moi, c'était un DESS d'éthologie. Éthologie, c'est l'étude des comportements des animaux. Et quand on a des études comme ça, eh ben, on a le chômage au bout parce que ça n'ouvre sur rien. Et donc à ce moment-là, moi, je suis devenu informaticien parce que j'avais, dans le cadre de mes études, fait un peu d'informatique et que j'étais dégourdi. Donc, comme c'était en 2001, c'était la pleine période où on demandait énormément d'informaticiens, je suis devenu informaticien, ingénieur. Ça ne m'a pas du tout plu. Et j'ai repris des études complètement autre chose, d'intelligence économique, donc plutôt économie. Et j'avais un petit module de journalisme. Et j'ai fait un stage à la Marseillaise et j'y suis resté. Je suis devenu journaliste. Mais par contre, j'avais déjà, avant, commencé déjà à écrire. J'ai toujours écrit. En seconde, j'écrivais déjà beaucoup. Pour moi, pour tout et n'importe quoi. J'écrivais des histoires, des bêtises, on avait un petit journal, j'étais au lycée Montgrand, moi, qui est à Place Félix Barré, à côté de la préfecture. Et on avait créé, nous, entre nous, un petit journal où il y avait critique, c'était surtout culturel, on dira. C'était très underground, très crétin. Et c'était très bien de faire quelque chose d'aussi crétin que ça, avec principalement des trucs sur les skaters, sur les groupes de musique de rock à l'époque. Et on écrivait là-dedans sans que ce soit relu par personne d'autre que d'autres élèves. On faisait ça, on imprimait ça à l'imprimante du lycée. Et d'ailleurs, c'est quand c'est tombé dans les mains des profs que ça a commencé à être compliqué, parce qu'ils voulaient qu'on fasse quelque chose de moins particulier. Ils voulaient quelque chose de plus commun. Et on a fini par lâcher l'affaire, parce que ça ne nous faisait pas rigoler de faire quelque chose de commun. Et en tout cas, j'écrivais déjà. J'étais déjà dessus, sans me dire je ferais journaliste un jour. Je faisais ça par jeu, par pur jeu. Et donc j'ai toujours écrit. Et mes études m'ont quand même beaucoup servi à structurer les choses, à s'adapter à n'importe quoi. Voilà, quand on a bien appris à apprendre, ce qui est le cas jusqu'en 3e année de fac, on peut faire n'importe quoi. Tout est accessible, quoi, à part quelques métiers très pointus, mais tout est accessible. Donc pour ceux qui envisageraient un jour, moi en seconde, ce n'était pas du tout mon cas, mais de devenir journaliste, le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est de ne pas faire des études de journalisme tout de suite, mais c'est de faire pendant 2 à 3 ans, donc une licence 1, de faire un cursus qui intéresse. Si c'est la socio qui t'intéresse, ben tu vas en socio. Si c'est la politique, tu vas en sciences politiques. C'est l'histoire en histoire, etc. Et une fois qu'on a fait le cursus qui intéresse, on peut aller dans une école de journalisme derrière. Donc le conseil de base, c'est déjà, il faut que quelque chose vous plaise. En seconde, moi, je n'avais rien de particulier qui me sautait aux yeux comme ça. Mais c'est le lycée, moi, qui m'a appris à aller vers la biologie, par exemple. Il faut que ça plaise et ensuite, vers la fac, vous aurez le temps de savoir ce que vous voulez faire, quoi. Moi, j'ai plein de diplômes différents, j'en ai beaucoup. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance pour moi. Je suis dyslexique. Donc quand j'ai démarré, dès la 6e, ça a été plus compliqué que moi, pour moi que pour les autres, dans tout ce qui touche l'écriture, par rapport à l'orthographe. C'était une catastrophe pour moi.
Ce qui fait que j'ai toujours eu des points en moins. Donc il a fallu que je fasse toute ma scolarité en ayant ces points en moins tout le temps. Par contre, ça m'a permis d'avoir des stratégies de contournement, c'est-à-dire d'écrire différemment, d'apprendre différemment pour essayer de compenser mes difficultés. Ce qui fait que j'ai très rapidement mieux écrit que mes copains dans la classe. Ils écrivaient, certes avec moins de fautes, mais quand on lisait la rédaction, c'était en 6e ça surtout, quand les rédactions étaient lues, on lisait toujours la mienne. Alors j'avais pas la meilleure note, mais j'avais souvent le droit à la lecture, parce que j'osais des trucs plus originaux, j'osais des trucs plus subversifs. Et donc d'un défaut, j'en ai fait quelque chose j'en ai fait une force, quoi. Et pareil dans le journalisme, est-ce qu'il faut être forcément quelqu'un d'ouvert qui va vers les gens, grand de gueule? Non, pas du tout. On peut être un petit timide et s'en sortir très bien, parce qu'on va utiliser sa timidité comme un moyen de disparaître au moment où on est quelque part. Et disparaître, ça veut dire ne pas influencer ce qu'on observe. Et ça permet d'obtenir des choses qui sont très très bonnes. C'est-à-dire qu'on a tous en nous quelque chose qu'on peut utiliser dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de défauts qui sont vraiment définitifs, on est foutu, quoi. Et je sais que dans tout le lycée, moi, je me trouvais trop ci, trop là, pas assez ci, pas assez là. Mais non, mais finalement, une fois qu'on sait s'en servir, ça marche, quoi. Quels sont les critères d'un bon article selon vous? Déjà, il faut qu'un bon article, c'est une bonne information déjà. C'est une information qui va attraper le lecteur. Je vais prendre l'information de base qui attrape les lecteurs de base de Marseille, c'est l'info sur l'OM avec une victoire. Là, c'est gagné d'avance. Mais, dans un second temps, une fois que tu as ton article sur l'Olympique de Marseille qui a gagné contre Lens 4-0, comme tous vont faire la même chose, tu vas avoir tous les sites d'information, tous les journaux vont parler de ça. Il faut trouver un truc en plus, un angle différent, une info que les autres n'ont pas. Donc un bon article, c'est un article qui a une plus-value, qui apporte quelque chose de nouveau. Moi, sur ce que j'ai écrit par rapport au quartier shit, vous avez pu en lire une partie ou tout, j'ai essayé d'apporter quelque chose de nouveau sur un sujet qui est énormément traité. La délinquance dans les quartiers nord de Marseille. C'est presque devenu ce qu'on appelle un marronnier. C'est quelque chose qui est... dès que les médias ne savent pas quoi faire, les médias nationaux, ils font un petit truc sur la délinquance des quartiers nord à Marseille, avec toujours les mêmes approches. Mais voilà, un bon article, c'est d'abord une bonne info. Ensuite, dans la forme de l'article, c'est ce qu'on appelle une bonne titraille. Un bon article, c'est un bon titre. S'il n'y a pas un bon titre, c'est mort. Parce que ce qui fait qu'on s'arrête et qu'on lit l'article, c'est le titre. Pour faire un truc un peu technique, la lecture d'un journal, d'un magazine, je ne parle pas de télé, je parle vraiment dans la lecture, il y a 3 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est le feuilletage. On tourne, on ne sait pas encore ce qu'on va lire, on feuillette. Et là, notre cerveau imprime ce qui pourrait peut-être nous intéresser. Il faut savoir que le lecteur, tous les lecteurs, vous, moi, sont des lecteurs feignants. Quand on lit le journal, on ne lit que ce qui peut nous intéresser. On ne lit pas pour lire. Il y a 2-3 retraités qui font ça pour tuer le temps. Mais sinon, on ne lit pas pour lire. On lit vraiment parce que ça nous intéresse. C'est juste normal, quoi. C'est pas de la fainéantise. Et donc, il faut que le titre attrape. Donc, on feuillette. Premier niveau de lecture, on feuillette. C'est les titres qui font le boulot, les rubriquages. On va chercher les faits divers, le sport, l'économie. On va chercher ce qui nous intéresse. Après, le second niveau de lecture, c'est quand on a repéré le papier sur l'OM qui nous intéresse, on retourne à la page dans un second temps. Et là, on regarde si l'article, on va le lire oui ou non. Donc, le titre, la photo, la légende photo, ce qui s'appelle la titraille, c'est les mots-clés, tout ce qu'il y a entre. Et après, dans le deuxième niveau de lecture, il y a même un niveau de lecture où on lit le début de l'article et on lit la fin de l'article. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui lisent la fin de l'article. Et si ça accroche, on lit tout l'article. Et il faut savoir qu'un article long, à peu près tous les 1500 signes, donc les signes, c'est les caractères, espace compris, tous les 1500 signes, ça fait 40 lignes. Le cerveau fatigue et il faut quelque chose pour relancer. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va perdre le lecteur à ce moment-là si on n'a rien pour remettre un coup pour relancer. Donc il faut penser la relance, c'est une écriture super rythmée. Et je sais que moi, quand j'écris un article, je travaille énormément la titraille. Je travaille énormément les titres, les intertitres. Voilà, un bon article, c'est ça, quoi. C'est quelque chose qui va attirer et garder le lecteur. C'est pas facile, hein. C'est vraiment le truc le plus dur. C'est plus dur que de trouver de l'info. Bonjour, je m'appelle Oksana et pourquoi avez-vous décidé de démissionner de la Marseillaise? Alors, c'est une démission un peu particulière. Je n'ai pas vraiment démissionné, je me suis fait virer. Et on m'a démissionné plutôt, voilà.
Et je n'ai pas de secret particulier dessus, j'essaie juste de mettre ça dans l'ordre. Les journaux sont les organes de presse, on n'est pas tous groupés, tous d'accord et tous dans la même... on va pas tous dans la même direction. Même à la Marseillaise, où il y a une ligne éditoriale qui est relativement claire, c'est qu'il y a une ligne éditoriale de gauche, type communiste, ils appellent ça progressiste et humaniste, c'est les mots qu'ils utilisent pour ne pas dire communiste, et qui va défendre plutôt ce qu'on appelait avant le prolétaire, le pauvre, le travailleur et le chômeur maintenant. Quand même, au sein d'une rédaction, il y a des désaccords permanents sur des sujets variés. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Et moi, j'ai jamais été de ceux qui... J'ai pas une approche, comme on dit, apparatchik, dogmatique. Je suis pas quelqu'un qui colle à une idéologie qui n'en bougera plus jusqu'au bout. Ce qui veut dire que quand j'ai commencé à écrire ce pourquoi j'ai eu l'Albert Londres, donc French Deconnection l'année d'avant et Quartier Shit l'année d'après, j'ai écrit des choses qui satisfaisaient pas forcément certains journalistes de la Marseillaise. En plus, parce que je savais que c'était pas quelque chose qui allait faire l'unanimité, j'ai toujours refusé de travailler à plusieurs dessus. J'ai toujours voulu travailler seul dessus et j'ai toujours voulu avec vigueur, c'est-à-dire que j'ai jamais rien lâché. Et je voulais absolument pas qu'on travaille avec moi dessus pour pas qu'on me flingue mon sujet. Donc quand je passe la deuxième série, déjà ça grince des dents, mais si en plus j'ai le prix le plus prestigieux du journaliste dessus, alors là c'est la guerre, quoi. C'est plus possible. Donc moi, dès que je suis revenu, chaque fois que j'écrivais un article, j'étais relu et coupé. C'est-à-dire, je revenais le lendemain matin, ce que j'avais écrit n'était pas du tout ce que j'avais écrit. On m'avait changé le titre, on m'avait mis un titre pourri, donc sabotage quotidien, quoi. Donc là, j'ai bien compris qu'il n'y avait plus rien à faire, parce que c'est pas vraiment la direction qui voulait plus de moi, c'est la rédaction. Quand c'est plus de la rédaction, une direction, tu peux lutter contre. Mais une rédaction, c'est censé être tes collègues, donc c'est compliqué. Donc là, à ce moment-là, ils avaient besoin de licencier des gens de licenciement économique. Bon, voilà, je ne me suis pas défendu. Je me suis laissé pousser dehors sans problème. Je serais bien resté à la Marseillaise, moi, au moins une année. Voilà, mon but, c'était ça. J'avais même prévu un travail sur... et j'avais eu le nez, sur les radicalisations à Marseille. Radicalisation de tout type, c'est-à-dire politique avec le Front National, religieuse avec les cathos et les musulmans, avec les deux, une radicalisation. On parle très peu de la radicalisation catholique à Marseille, ça me permettait d'en parler. Et les radicalisations d'un point de vue plus économique, avec le monde économique qui se structure de manière un peu particulière pour faire manger en gros que ceux de leur clan. Et je voulais faire un truc sur toutes les radicalisations. Donc quand ils m'ont vu arriver encore avec un autre sujet pour lequel je lâchais pas grand-chose, parce que ça je suis d'accord, je suis pas facile, comme je lâchais rien encore, donc là c'était pas possible. Mais je serais bien resté un an pour faire ça, parce que ça par contre je pense que paradoxalement je pourrais pas le faire ailleurs. Il n'y a pas d'autres médias qui vont me laisser faire des sujets comme ça, parce que c'est toujours très tendu politiquement parlant. On le voit en ce moment avec les élections et ce qui se passe avec l'après-Charlie Hebdo et compagnie. Donc une rédaction, c'est un organe vivant, ça s'engueule tous les jours, ça s'engueule parfois très très fort. Il y a déjà eu des lancers de chaises, des portes qui claquent, ça c'est un détail, mais il y a déjà eu des débuts de bagarres qu'on sépare, il y a des trucs comme ça, pas qu'à la Marseillaise, partout, pas normal. Une rédaction, c'est quelque chose de bouillonnant. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien la bagarre dans les rédactions, ça me plaît beaucoup. Avec des gens que j'apprécie, avec qui... c'est ça le paradoxe. Je fais bien la distinction entre le métier de journaliste et le côté humain derrière. Il y a vraiment des... Mais j'étais comme ça quand j'étais étudiant, c'est quand il y a des sujets où on lâche pas, quoi. Et puis, il y a de l'argumentation, tout ça, et ça s'enflamme de temps en temps. Morgane, avez-vous déjà écrit... Oui. Avez-vous déjà écrit pour d'autres journaux que la Marseillaise? Oui, j'ai écrit... Oui, j'ai écrit pour d'autres. J'ai écrit pour... Avant... Bon, depuis, j'ai écrit encore... Après, depuis que je ne suis plus à la Marseillaise, j'ai écrit pour d'autres journaux. Mais pendant que j'étais à la Marseillaise, j'ai écrit déjà pour plusieurs magazines. L'Express, le Nouvel Observateur. J'ai écrit pour elle a aimé ta voix. Et le Nouvel Observateur. Et donc... Et j'ai écrit pour un magazine marseillais qu'un copain avait monté qui s'appelait Bombes et le Marseille, où on a bien rigolé. C'était vachement bien. Et il n'y a pas de lecteur, quoi. On s'est rendu compte qu'on faisait 5000 ventes, quoi qu'il arrive.
et qu'il faut 12 000, 15 000 pour vivre, donc 5 000 c'est pas assez, et que quoi que tu écrives, quelle que soit la direction où tu vas, il n'y a que 5 000 personnes prêtes à payer sur les Bouches-du-Rhône. Donc c'est ça qui est très compliqué. À un moment, faire de la bonne info, ok, mais il faut qu'elle rapporte. Moi je crois plus au modèle publicitaire, je crois qu'au modèle payant. Et on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, que chaque rédaction a des histoires différentes, des manières d'approcher les sujets différentes. Il y a vraiment des spécificités d'une rédaction à une autre. Et il y a des rédactions dans lesquelles tu te sens bien et d'autres où tu te sens vraiment pas bien, où tu as l'impression que tu n'as pas ta place. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que l'approche qu'ils peuvent avoir et celle que tu as ne rentre pas en adéquation, quoi. Après, les journalistes qui font une carrière entière dans un seul et même journal, ça va être de plus en plus rare maintenant. On va avoir de plus en plus de mouvements. Et que vous apportez le prix d'Albert Long? Ça m'a apporté au niveau de l'édition. Donc l'édition, c'est l'écriture de livres. Au niveau de l'édition, j'ai été courtisé. Beaucoup d'éditeurs sont venus me voir et j'en ai trouvé un pour faire un livre immédiatement avec ce que j'avais déjà écrit. Et j'en ai trouvé un deuxième éditeur avec qui je travaille en ce moment pour faire mon second livre. Et donc déjà l'édition, ce qui est très bien, parce que écrire un livre, même si c'est un sujet que tu as déjà abordé comme journaliste, ça assoit ta notoriété. Tu deviens quelqu'un de complètement crédible sur un sujet donné. Donc j'ai beau avoir publié ce que j'avais écrit dans la Marseillaise, eh bien, depuis que c'est en livre, French Day Connection, depuis que c'est en livre, ça a pris une ampleur bien supérieure. Et pourtant, j'avais déjà eu des prix, puisque j'avais déjà eu le prix Varenne 2 ans avant. Et le prix Varenne, c'est un gros prix déjà. Et l'année d'après, j'ai pris Albert Long. Moi, j'ai fait 3 prix en 3 ans. Hein. Donc ça, voilà, ça m'a ouvert sur l'édition. Ça m'a ouvert après sur un peu... là, tout à l'heure, je mangeais avec une productrice de cinéma. Donc j'ai un projet de série télé. Pour le moment, un peu du plomb dans l'aile, mais on essaye de revoir le truc pour que ça se fasse. Ça se fera peut-être dans 10 ans, j'en sais rien, parce que c'est des trucs qui ne se font pas en 2 secondes. Mais j'ai un projet de série télé. Ceux de Netflix m'avaient approché, mais comme j'étais déjà sur une autre série. Après, il y a, pour ceux qui connaissent Ed Burns, ceux qui connaissent The Wire, la série télé The Wire, ça vous dit rien? C'est très très bon. C'est une série américaine. War Braco, vous connaissez la série Braco? Moi, je travaille avec l'un des scénaristes de Braco sur une série qui se passe à Marseille avec un producteur ultra connu, un Américain qui s'appelle Ed Burns. Si j'ai la possibilité de travailler là-dessus, c'est génial, quoi. Travailler avec Ed Burns, c'est tout simplement hallucinant, quoi. Et donc ça m'a ouvert ces choses-là. Et après, je vais pas tarder à rentrer dans des journaux que je considère comme bien. Je vais sûrement travailler pour Society. Donc voilà, ça m'a ouvert quand même quelques portes, plus que fermer une, quoi, qui n'était pas bien grave. C'est tout simplement le prix le plus prestigieux que peut avoir un journaliste. De ma vie, je n'aurai jamais quelque chose. Voilà, j'ai le sommet par rapport à la notoriété, j'ai le max que je pourrais avoir. Je n'aurais plus jamais ça. Et donc, bon, rien que d'avoir le prix, déjà, ça vaut de l'or, quoi. Est-ce que le journalisme, c'est une passion pour vous? Alors, à la base, comme je disais, ce n'était pas une vocation, en tout cas. Je ne me suis pas dit, moi, je serai journaliste. Ça, je ne me suis jamais dit ça. Maintenant... quelque part, sans le vouloir, je me rends compte que je suis fait pour ça. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai jamais l'impression de travailler. Même si, attention, c'est du boulot, ça demande du temps, c'est compliqué au niveau familial, c'est compliqué à gérer avec tes sources, tes contacts, tout ça, mais tout ça est très technique. Par contre, moi qui ai fait d'autres métiers et de nombreux autres métiers, c'est vraiment celui qui, pour moi, est le plus évident. Je suis fait pour ça. Il y a cette curiosité, il y a cette facilité à rentrer en empathie avec l'autre, ce qui se fait naturellement. Et après, il y a le plaisir de l'écrire et de le raconter. Donc c'est devenu une passion, je peux le dire comme ça. Mais j'aurais pu avoir 10 autres passions. Je suis tombé sur celle-là. La passion, finalement, des fois, on vous demande de trouver une passion et après d'aller vers cette passion. Non, la passion, elle va arriver, ou elle n'arrivera pas, je ne sais pas, mais il faut être ouvert en tout cas pour qu'elle arrive. Hein. Il ne faut pas se morfondre, se laisser aller. C'est pas vous chercher une passion coûte que coûte, mais quand elle arrive, il faut l'attraper, quoi. Il faut s'en saisir et il faut s'en rendre compte. Il ne faut pas laisser partir. Les chances, il faut les prendre. C'est ça que c'est attendre que le hasard fasse les choses, c'est de la fainéantise. Par contre, quand ça passe, il faut attraper. C'est tout à fait faisable. Hein. Il suffit d'être un peu vigilant, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Dominique. Est-ce que vous aimez écrire?
Est-ce que j'aime écrire? Oui. Et pourtant, c'était pas gagné dès le départ, puisque justement, comme je disais, je suis dyslexique. Donc c'était pas gagné, parce qu'on m'encourageait pas à écrire. Au collège, les profs de français, ils avaient plutôt tendance à se foutre de ma gueule. Parce que moi, quand tu me parlais grammaire, COD, tout ça, ça ne veut rien dire. Encore aujourd'hui, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Ça ne me parle pas. Par contre, j'ai tout de suite su quand même raconter. Et écrire, finalement, c'est raconter, ni plus ni moins. Et donc, j'ai tout de suite utilisé ce langage, l'écriture, pour ça. J'ai écrit des poèmes de tout petit, en 6e. Par jeu, hein, pour moi, pour personne, des trucs que je faisais même pas lire, tout ça par jeu. J'écrivais des petites histoires que je faisais lire. Après j'ai fait beaucoup de dessins et je trouve que c'était lié. Je racontais beaucoup de choses par le dessin. Mes années lycée, c'est mes années de dessin. Je faisais que ça. En cours, j'étais au fond, je dessinais les profs, les élèves, je dessinais tout. Et je prenais même mes cours en dessin. Parce que raconter le prof, je l'intégrais dans des bulles, tout ça. Je faisais tout en dessin. Donc le dessin, c'est en même temps de l'écrit. Et c'est le même mécanisme finalement. Donc oui, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter. Et aujourd'hui, je me régale à ça. Et pourtant, c'est dur. Pourtant, c'est, pas dire des fois une souffrance, mais au moins quelque chose de compliqué. Et quand c'est pas compliqué, c'est que c'est pas bon. C'est comme le sport. Hein. Quand tu fais de la course à pied, si tu souffres pas, c'est que ça sert à rien. Si tu trottines, comme j'en vois sur la corniche, juste parce qu'ils ont bien bouffé la veille, ils trottinent à 4 à l'heure, ils transpirent même pas, ils y vont pour rien. C'est-à-dire que soit tu te fais mal, soit tu te fais pas mal. À l'écriture, c'est pareil. Il faut vraiment, à un moment, avoir des difficultés. Et quand tu trouves une résolution à ton problème, souvent c'est un problème très simple, hein, tel moment, j'arrive pas à passer de telle partie à telle partie. Et tu t'arrêtes. Tu as écrit super vite la première partie, tu écris bien la deuxième, et la transition, il te faut 1 heure. Et bien quand tu trouves... C'est génial, quoi. Ça me faisait plus plaisir, par exemple, quand j'étais au lycée, quand je trouvais quelque chose comme ça, plus plaisir que la note. La résolution de problèmes, le problème d'écriture, c'est vraiment une jubilation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et à la fin, quand tu as un bon texte, mais même vous, quand vous avez une bonne dissertation, on le sait, on le sent. On sent si c'est moyen, on sent si c'est pourri, on sent si c'est bon. Je suis le premier à savoir si c'est bon ou pas en lisant. Et vous, c'est pareil, quand vous rendez quelque chose au prof, vous savez ce que ça vaut. La littérature, puisqu'on parle de littérature, c'est pas que des bonhommes, comme on les représente, qui sont assis face à la mer et qui réfléchissent. C'est surtout des gens qui quand ils ont un problème, écrire, ça se fait pas devant un ordinateur. Le temps que je passe devant l'ordinateur est très court, moi. L'écriture, il faut se lever. Quand on bloque, on se lève, on va faire autre chose, on discute avec quelqu'un, on sort à l'endroit. Par exemple, moi, si j'écris sur Noailles, ce qui est le cas actuellement, eh bien, quand je sais plus quoi écrire, quand je bloque, je vais à Noailles. J'y vais, je suis en scooter, un coup de scooter, j'y vais, j'achète 3 fruits, 3 légumes, je discute avec les gens, tout ça. Je reviens, c'est bon, c'est débloqué. C'est des trucs tout bêtes comme ça. Moi, je vais me boire un coup quelque part, je vais avec un copain, je discute de mon sujet. Et c'est comme ça que tu débloques les problèmes. Le truc on le voit souvent dans les films, ça, où on a l'étudiant qui est avec sa lumière, les parents, tout le monde dort, puis c'est la nuit et la lumière. Non, moi quand il y avait la lumière le soir, c'est que je me lisais une BD, c'est pas du tout que je travaillais. Le truc, c'est de débloquer, d'identifier ces problèmes et de les débloquer. C'est ça qui fait la différence. Pour ça, il faut avoir aussi la capacité à se dire, bon, mais là, j'y arrive pas. Il faut pas fanfaronner et dire, c'est bon, c'est bien. Non, il faut avoir conscience qu'à un moment, ça foire quand on écrit. Et quand ça foire, il faut trouver ce qui foire, et ça, on peut le trouver en discutant. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Hein. Et une fois qu'on a trouvé pourquoi ça ne marche pas, on trouve une solution pour débloquer. C'est pas un truc d'intello, l'écriture. Par contre, le fond, c'est un truc d'intello. De ce qu'on écrit, le fond du sujet, ça, c'est de la réflexion, d'accord. Mais l'écriture en elle-même, c'est que de la technique. C'est que c'est de la matière technique. Voilà, il ne faut pas l'aborder autrement. Ce qui n'est pas un discours de prof de français que je tiens là. Et c'est vraiment parce que ça, c'est le dyslexique qui parle. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. Donc oui, la question, est-ce que j'aime écrire? Oui. Mais c'est pourtant compliqué. C'est comme un coureur de haut niveau aime courir et pourtant, on le voit, il transpire. Ou un boxeur aime en prendre plein la gueule. Ben moi, c'est pareil. Voilà. Bonjour, je m'appelle Elisa. Avez-vous déjà été sur une scène de crime? Est-ce que j'ai déjà été? Sur une scène de crime. J'ai déjà été j'ai compté 170 scènes de crime en 10 ans. J'ai fait 170 mecs au tapis. J'ai fait, voilà, alors comment ça se passe? L'alerte, c'est les pompiers. Je peux vous expliquer les deals qu'il y a avec les pompiers, comment ça marche, mais en tout cas, l'alerte, c'est le pompier. Le pompier appelle quand il y a un crime. Là, maintenant, il y a un règlement de compte quelque part. Le premier prévenu, c'est police-pompier.
pour des raisons opérationnelles. Le pompier en réfère à sa hiérarchie. La hiérarchie sait que ils ont un listing de médias. C'est pas légal, c'est-à-dire que là aussi c'est toléré. Et les pompiers préviennent dans l'ordre des médias qu'ils considèrent comme étant prioritaires, pour des raisons de communication. Et quand on arrive sur une scène de crime, ben, quand on y allait beaucoup comme moi, qu'on connaît par cœur les trucs, on connaît les gens, ben, des fois j'avais accès à des endroits où les journalistes ne pouvaient pas aller, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois je ne demandais pas, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui respecte la loi pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une scène de crime avec un périmètre de sécurité, eh ben, je passais sous le périmètre de sécurité. Pas vu, pas pris, vu, histoire. Voilà. Le pire que pouvait m'arriver, c'est dégage. Eh ben, je dégage. Et encore, il fallait me le dire 3-4 fois. Mais il va rien t'arriver de bien grave, quoi. Voilà, on te demande de respecter, mais non, j'essayais d'y aller. Si j'avais une raison d'y aller. Si j'ai pas de raison d'y aller, s'il n'y a rien à voir, c'est pas de la provoque, c'est pas pour s'amuser, quoi. Mais il m'est arrivé de me retrouver sur des scènes de crime à discuter avec les flics qui réalisent même pas que je suis un journaliste. D'un coup, il fait « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis à ce moment-là, il te demande de partir, mais tu as déjà tout entendu. Donc ça m'est arrivé pour plein de trucs. Ça, il faut aller au culot, c'est un truc de culot, le journaliste. Sinon, tu te contenteras d'avoir l'info de surface qu'on veut bien te donner, si tu vas pas imposer. C'est pas un métier de respect des cadres et des conventions. Parce que sinon, tu respectes la communication. Et je dis pas que la communication, c'est l'ennemi du journalisme, mais c'est pas l'allié, en tout cas. Ce qui fait que les scènes de crime, j'en ai vu un stock, et c'est toujours quelque chose de dur. Moi, je suis quelqu'un qui arrive à oublier tout de suite. Je ramène pas ça à la maison. C'est-à-dire que je l'ai pas. C'est-à-dire, je rentre à la maison, je l'ai pas dans la tête. Et j'ai vu un paquet de trucs. Je m'en délecte pas du tout. Aucune passion de ça. Ça m'a jamais fait ni chaud ni froid. Enfin, si, au moment, quand c'est des gosses, ils ont 14 ans, c'est ça les règlements de compte. Des fois, c'est des gamins. Ça fait drôle, hein. Ou alors tu arrives sur une scène de crime où il y a un enfant, c'est arrivé, ou des bébés, c'est arrivé. Là, c'est dur. Mais même, j'ai envie de dire, même quand c'est un vieux bandit connu qui ne pouvait finir que comme ça, c'est dur aussi. C'est quand même la mort d'un homme, c'est pas rien, quoi. Même si c'est une enflure, allez, mais c'est pas grave, c'est quand même compliqué. C'est souvent pas beau, hein, une scène de crime. Et ça a une esthétique en soi, très cinématographique, mais après, enfin voilà, des fois c'est très gore, hein, quand c'est à la Kalachnikov, vous assurez, c'est gore. Et quand on arrive dans les premiers, il n'y a pas encore le drap. Enfin voilà, c'est particulier, il y a une odeur la même odeur qu'on rentre dans une boucherie, par exemple. Voilà, on rentre dans une boucherie, c'est ce que ça sent sur une scène de crime. Et donc c'est parce que les corps se décomposent tout de suite. Je ne vais pas vous faire un truc de criminologie, mais un corps, ça se décompose très très rapidement. Et les premières mouches arrivent, et très rapidement, il y a une odeur qui se met comme ça. C'est pas, la plupart du temps, scène de crime, on est plutôt loin, et voilà quoi, c'est pas le plus marrant, j'ai aucun plaisir à ça. Quand il y a un règlement de compte, ça m'a jamais fait jubiler dans la jubilation journalistique. Je me suis jamais dit, ouais, super, j'y vais. Non, mais il y a des journalistes qui fonctionnent comme ça. Ils se réjouissent pas du mort, ils se réjouissent de l'événement. Et moi, ça me fait ça pour quelque chose qui est, je dirais, presque tout aussi grave. En tant que citoyen, un feu de forêt est quelque chose de dramatique. En tant que journaliste, un feu de forêt, c'est quelque chose de génial. Pour le journaliste. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu vas partir sur quelque chose où tu es reporter de guerre. Le feu se déplace, il y a des avions, il y a les pompiers, ils sont pleins de sueur, toi t'écris là-dessus. Moi j'ai fait des trucs de fou avec des copains de la Marseillaise en voiture, on se retrouvait dans des endroits, on s'est pris du retardant sur la figure, c'est-à-dire le produit rouge que lancent les Canadair. Enfin voilà, c'est des aventures quoi. Et en même temps, moi j'adorais ça. Et pourtant, quand on faisait les bilans le lendemain ou quand on retournait une semaine plus tard sur les lieux où ça avait brûlé, c'était pas beau. Enfin, c'était vraiment dur, quoi. Mais en tant que journaliste, j'adorais ça. Ce qui ne veut pas dire que j'attends l'incendie de forêt. Mais quand il y en a un, j'adorais ça. C'est vraiment quelque chose que j'aimais écrire. Mais oui, j'ai fait plein de scènes de crime. Habitez-vous toujours à Marseille? Oui. J'ai à un moment habité ailleurs, hein, j'habitais Rennes et Paris. Mais maintenant, j'habite toujours Marseille. Donc j'ai grandi à côté, ici, à la Belle de Mai. Et je suis parti au moment du lycée, pas très loin, au Catalan, et j'habite toujours dans le coin là-bas, à Saint-Victor, au-dessus du port. Donc oui, j'habite toujours Marseille, et je suis peut-être un de ces rares Marseillais qui ne reste pas que dans son quartier. Parce que Marseille, c'est vraiment une ville au pluriel, il y a vraiment des Marseille. Et je peux pas dire que je connais tout Marseille, c'est pas possible, mais j'ai une connaissance assez diverse, en tout cas, de Marseille. Et on me cantonne souvent au quartier nord. Je connais très très bien les quartiers sud.
Donc ouais, j'ai une connaissance de la ville assez poussée, parce que j'y suis depuis très longtemps, parce que je m'y suis toujours déplacé, parce que j'ai toujours eu des copains éparpillés. Bien avant d'être journaliste, j'allais déjà dans ces coins-là. Et parce que j'ai connu un Marseille qui était moins ségrégué qu'aujourd'hui, un Marseille moins ghetto qu'aujourd'hui. Quand j'habitais ici, dans ce quartier-là, donc ça a dû être le cas de la plupart d'entre vous, il ne ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un quartier qui s'est bien paupérisé, plutôt pauvre. Et moi, c'était un quartier d'ouvriers, de fonctionnaires. Et c'est pas si vieux, c'était il y a 20 ans, c'est pas non plus des années-lumière de ça. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur les quartiers nord de Marseille? Alors, c'était pas un truc qui était prévu au début, parce qu'au début, j'étais fait diversier. Donc, fait diversier, c'est vraiment tout ce qui est question de sécurité, police. Et donc, j'étais dans un journal où les quartiers nord étaient traités par une journaliste qui y est toujours, à Marseille, qui s'appelle Myriam Guillaume, qui traitait des quartiers nord, mais plus sous l'angle logement et insertion sociale. Et elle le faisait parfaitement bien. Et je suis très copain avec elle, ce qui fait que souvent, j'allais avec elle sur le terrain. Et donc, c'est un peu avec elle que j'ai appris à faire du terrain dans les quartiers nord. Pour une raison que j'ignore, enfin qui lui est propre, elle a arrêté de faire les quartiers nord, elle s'est mise sur les questions de sociales, donc les mouvements sociaux. Et moi, je me suis retrouvé sur les quartiers nord, mais avec mon angle de fait diversier, c'est-à-dire de délinquance, banditisme. Mais tout en essayant d'avoir quand même une approche très sociétale de ça. C'est-à-dire pas une sorte de jugement moral des voyous, mais pourquoi un voyou est un voyou et pourquoi il y a cette situation-là. Et donc, j'ai naturellement écrit sur les quartiers nord, puisque je m'y suis retrouvé comme ça. En plus, j'en avais une connaissance pour ce que je vous ai dit, parce que j'avais grandi en bordure des quartiers nord. Donc tout ça fait que dans les quartiers nord, je n'ai jamais eu aucun problème. Après, je ne suis pas devenu un journaliste des quartiers nord, puisque quand je vais à la Cayolle, près de Sormiou, ce n'est pas les quartiers nord. Ou quand je vais à Herbel, dans le 11e, ce n'est pas les quartiers nord. Ou au Néréide, ou à la Sauvagère, tout ça, c'est quartiers sud, ou la Soude. Ce sont des cités qui sont comme les cités des quartiers nord, mais qui sont dans le sud. Il faut faire attention à ça, parce que ça, le label quartier nord, c'est un label de médias nationaux. Et moi, je prends bien garde à essayer de dire, attends, c'est pas ça. Marseille, c'est pas quartier nord, quartier sud. C'est pas comme ça que ça marche. Certes, il y a plus de pauvreté et plus de cités dans le nord, mais il y en a un peu dans le sud aussi. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de richesses dans le nord. Il y a des comment ça s'appelle, des résidences fermées où personne ici n'a les moyens d'aller y vivre, personne. Donc, je suis pas devenu un monsieur quartier nord. Et puis à force d'écrire sur les quartiers nord, c'est devenu, entre guillemets, le sujet à la mode à l'approche des élections présidentielles de 2012, puisque la gauche s'est dit, pour montrer l'échec de Sarkozy comme sur la sécurité, on va utiliser Marseille, où c'est un bon exemple de son échec. C'était vrai. Et la gauche, à chaque fois qu'il y a eu un fait divers, a fait monter à quel point ça se passait mal à Marseille, tout ça. Moi, j'ai commencé à raconter un peu ces histoires-là, et surtout, j'ai commencé à lire ce qui s'écrivait sur les réseaux à Marseille. Et j'étais pas d'accord, mais je ne l'écrivais pas. Et c'est un jour à la machine à café, je discutais avec un copain qui était à la Marseillaise, qui après est allé à Mars Actu, et je lui explique, c'était lié à un article du Figaro, je disais mais c'est n'importe quoi ce qu'ils écrivent, et je lui explique pourquoi. Et lui il me dit mais pourquoi tu l'écris pas? Je dis pourquoi tu veux que j'écrive ça? Tu vois, ça me semblait pas intéressant. Il m'a dit mais toi il a été un peu sec, il m'a dit mais toi tu es ces journalistes qui écrivent pas ce qu'ils savent. Ça m'a vexé. Et donc je me suis mis à écrire ce que je pensais être totalement insignifiant et sans intérêt. Parce que j'avais une approche de fait diversier. Moi je ne cherchais que qui a tué qui, pourquoi. C'était que ça mon approche. Et là donc, je me suis mis dans un contexte où je trouvais que ce qui était écrit n'était pas cohérent. Et je me suis mis donc à faire la première série qui s'appelle French Déconnection. Je m'appelle Najima. Combien de temps vous avez mis pour faire l'enquête sur le quartier nord? Alors là, il y a deux réponses, c'est-à-dire sur celle de quartier shit. C'est tout simplement 10 ans de boulot en tant que fait diversier, puisque c'est les contacts que tu prends sur 10 ans. C'est même 38 ans de vie à Marseille, même si j'ai habité ailleurs un peu, mais voilà, j'ai grandi et j'ai côtoyé des gens, j'ai eu des métiers, j'étais agent de sécurité par exemple. Pour payer mes études, j'étais agent de sécurité dans les concerts au Dôme, au Moulin, dans toutes les salles de concert. Donc, qu'est-ce que je faisais des sous là-dedans? Et puis surtout, je côtoyais des voyous, parce que le monde de la sécurité, c'est un monde de voyous. Donc, je me suis retrouvé à côtoyer des voyous. Quand je me suis retrouvé journaliste, c'était des types qui étaient des connaissances ou des copains, qui sont devenus des contacts. Et donc, on peut dire que ça, c'était déjà un travail. Maintenant, de travail de terrain pur et dur,
qui m'amène à écrire Quartier Shit, c'est 3 mois. C'est 200 € à mes frais de frais de kebab payés à des minots et de... Voilà, c'est 200 parce que on paye personne, c'est pas possible. Par contre, quand le minot il t'a fait faire le tour de la ville, t'a montré des trucs hallucinants, là, ben, quand tu vas manger un mou, tu payes le kebab, quoi, c'est le minimum, quoi, hein, sans oignons, et puis hop, c'est toi qui payes, quoi. Mais c'est normal, quoi. Et voilà, et c'est après, par contre, en écriture, c'est assez rapide, de l'ordre de une journée d'écriture par épisode, parfois moins, quand c'est des interviews, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, avec tout compris, 7-8 jours d'écriture. Disséminé, hein, pas en une fois, même si j'écris ça pas mal à la filée. J'écris très vite, moi. Comment avez-vous réussi à gagner la confiance des gens du quartier nord? Comment je gagne la confiance? Alors, il y a plein de cas différents. Chez les voyous, parce que là on parle des voyous, mais il n'y a pas que les voyous, hein, mais chez les voyous, il y a, si je prends les stupes, le deal, il y a les tout petits, ceux qu'on voit, ceux qui sont visibles, les guetteurs, le charbonneur, celui qui te vend. Et après, il y a le chef de plan, on le voit moins, il y a le coupeur, on le voit plus du tout, il y a le chef de la cité, de tout ça. Et après, au-dessus, il y a ceux qui font l'import-export, quoi, les transitaires, on va les appeler. Et encore au-dessus, il y a le chef de tout ça. Les deux plus faciles à toucher, c'est celui tout en haut, parce qu'il suffit de contacter son avocat et tu peux l'avoir, et celui tout en bas, parce qu'il suffit d'aller à leur contact, d'aller les voir. Après, ce qui est plus dur, c'est de redescendre, d'aller au centre. Donc, et là, après, pour revenir aux plus petits, que font la plupart des journalistes parce qu'ils n'ont pas le temps de faire autre chose et par facilité? Ils vont acheter du shit et ils vont discuter avec les gosses. Le problème, c'est que les minots, ils te disent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent, ils sont très forts et ils racontent ce que tu veux entendre. Moi, je suis trop fort, je gagne plein de blé, moi, je suis un fou, moi, je crains rien. Ils racontent n'importe quoi. Et ils savent très bien le faire parce qu'ils connaissent par cœur le fonctionnement des médias. Ils sont tous sauf en dehors de notre monde. Ils sont totalement dans notre monde. Et ils savent comment fonctionne tout ça. Donc la difficulté, si tu te contentes de faire ça, si tu les rencontres par ce biais-là, bah, tu auras les banalités et les débilités qu'ils vont te raconter. Et ils sont morts de rire après derrière de dire « je l'ai bien emboucané le journaliste ». Et en plus, il faut savoir que la plupart des minots qui font du stup, quand je dis la plupart, c'est 99,9%, c'est-à-dire quasiment tous, ne gagnent pas beaucoup d'argent et au contraire sont exploités. Car au début, pendant 2-3 mois de leur vie, ils gagnent beaucoup, ils ont l'impression qu'ils ont la belle vie, et puis très vite, on organise on les endette, et quand ils sont endettés derrière, ils travaillent gratuit. Et ils tombent dans des trucs très compliqués, où ils doivent des choses, et là on part dans de la violence, on part dans de la violence psychologique, ils tombent dans la fumette plus que nécessaire, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça, et voilà, ils tombent dans quelque chose de très dur. Il ne va pas te raconter ça, le gosse, naturellement. Il va dire que c'est un fou, que lui, il a tout réussi, que c'est le meilleur. Et quand il a des sous, s'il a 500 € sur toi, il va te montrer 500 €, il les met en rouleau, il dit « moi j'ai des rouleaux, toi tu as quoi, tu as quoi ?» Sauf que le pognon, il n'est pas pour lui. L'argent qu'il a dans les mains, il va le donner à son chef, qui lui-même va le donner au chef, etc. Et au final, il reste quoi pour eux? Presque rien, voire rien du tout. Donc voilà, la grande illusion, c'est de croire, de prendre pour argent comptant ce qu'ils font. Alors, la stratégie, c'est de passer, par exemple, par les mamans. Les mamans, elles subissent ça. Il y en a quelques-unes qui sont complices, mais la plupart subissent. Et ça, moi, la technique, j'ai trouvé une fois par hasard. Et après, je l'ai adoptée totalement. C'est une fois, j'avais donné rendez-vous au marché aux puces à une maman qui a deux petits qui étaient dans les stupes et qui étaient débordés par ça. J'avais eu son contact par une association. Jusque-là, le boulot de journaliste de base, rien d'extraordinaire. Tu passes par une asso qui te conseille quelqu'un, etc. Et elle m'a donné, elle, rendez-vous au marché aux puces. Et moi, je trouvais ça bien de la voir ailleurs que dans sa cité. Donc, je suis allé la retrouver au marché aux puces, elle faisait ses courses. Et donc, je n'ai pas parlé stup avec elle. J'ai parlé de ses courses, de sa vie quotidienne. Ensuite, on est allé jusqu'à sa cité, et arrivé à la cité, j'ai porté les courses. Et ça, elle a halluciné. C'est pas possible pour elle. Il n'y a personne dans sa cité, il n'y a pas un mec qui porte les courses à sa femme. C'était impensable pour elle, elle a halluciné, et c'était quelque chose de presque louche, quoi, quelque part, et en même temps, je sentais que je marquais des points. Et quand on est arrivé en haut, elle a commencé à faire à manger, et moi, je ne lui ai pas parlé de stup. Je voyais qu'elle avait une table à langer, donc elle avait un bébé, et j'ai parlé de ça. Mais moi-même, j'avais des enfants, donc c'était pas compliqué. Je parlais de mon quotidien et du sien. Et donc, on était totalement sur un pied d'égalité. Et c'est elle toute seule qui est venue sur le sujet des stupes.
son fils, ses fils. Et moi, au culot, j'ai dit, mais tu peux pas me les montrer? Au lieu de m'en parler, je peux les voir. Elle lui a téléphoné au fiston, elle lui a demandé de venir. Il n'a pas voulu, elle lui a forcé, comme font les mamas chaoui, les Algériennes. Elle te dit, tu viens vite. Le petit, il est venu, il se regardait les chaussures. Et tu parles au journaliste. Non, je parle pas. Tu parles au journaliste. Lui, il est pas comme les autres, tu lui parles. Et le minot, il m'a conduit, il m'a amené. Alors au début, il n'était pas chaud. Et après, c'était à moi d'adopter un peu son langage. Alors je voyais qu'il regardait des vidéos de comment ça s'appelle, d'Ultimate Fighting, des mecs qui se tapent sur la gueule en longueur de temps. Donc j'ai parlé de mecs qui se tapent sur la gueule en longueur de temps avec lui. Et il s'est dit, tiens, c'est un journaliste qui parle de ça. Et il a arrêté de me prendre pour quelqu'un qui était dans des hautes sphères. Et il m'en a montré un peu plus que ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas eu tout ça. Comme j'ai vu que ça a marché, je me suis mis à faire ça. J'étais le porteur de course de toutes les mamans décidées. Et ça marche. Enfin voilà, c'est le symbole, hein, porter les courses. Mais ça marche très bien. C'est-à-dire, en gros, j'allais parler à ces gens, parce que je le faisais avec des papas aussi, en me mettant à leur hauteur, en me mettant sans commentaire, quoi. Quand ils me montrent les photos de quand ils étaient en Algérie, moi, ça me venait tout de suite. C'est les photos qu'ils me montraient en Algérie ressemblaient énormément aux photos de ma mère en Corse. C'était la même chose. Je disais, mais on dirait trop la Corse. On dirait ma grand-mère était pareille, porteuse d'eau, avec le foulard. C'est la même chose, quoi. Il n'y a pas de différence. Et ça leur fait drôle, parce qu'ils se disent d'habitude dans leur tête, dans les cités, les Corses, c'est des bandits prêts à tuer n'importe qui, n'importe quand, à qui on ne peut rien faire. Or là, d'un coup, ils ont un mec qui est Corse et qui leur dit que c'est pareil qu'en Algérie. Ça les désarçonne pas mal et ça ouvre des trucs dans la relation. Et après, ça peut aller assez loin dans la relation, c'est-à-dire qu'il y a des relations d'amitié. Hein. Le problème, ce que j'avais, moi, c'est que des fois, je m'arrêtais au premier étage, je mangeais un couscous, j'allais voir au-dessus des Kurdes. Les Kurdes, si tu ne manges pas ce qu'ils te donnent, tu ne sors pas vivant, quoi. C'est-à-dire quand on te propose quelque chose, il ne faut pas dire non. Ouais, mais j'ai mangé un couscous. Oh, non, tac, puis il me donnait une, je sais pas comment ça s'appelle, une goulash ou un truc comme ça. C'est un ragoût. C'est super bon, mais après un couscous, quoi, c'est lourd. Et je me suis bu des litres de thé à la menthe. Tu refuses pas. Voilà, alors que j'aime pas le thé à la menthe. Et voilà, ou les cafés turcs. L'enfer, les cafés turcs, t'en as plein les dents, c'est une horreur. Et pourtant, voilà, je me suis bu. C'est ce côté un peu, ce contact, quoi, ce fait d'être ensemble, qui fait qu'on te donne un peu des billes qu'on ne t'aurait pas donné en temps normal. Et après, il y a des contacts à prendre avec le grand banditisme, il y a des contacts à prendre, il y a plein de choses différentes, quoi. Mais ça, c'est celui le plus dur, c'est d'atteindre cela sans qu'il te raconte des sornettes. Que voulez-vous dire à travers le premier titre de l'article, la mécanique subtile d'un tueur d'avenir? Là, ce titre-là, c'était pour faire un rapport avec la photo. La photo, vous vous rappelez, c'est un flingue qui est démonté. Alors il y a la photo, il y a un flingue qui est démonté, et chaque pièce porte le nom d'une problématique que je vais aborder dans toute la série. Par exemple, clientélisme, femme seule, je mets toutes les problématiques se retrouvent là-dessus. Et le papier, lui, l'article, raconte comment un chef de, là c'est la cité Bassin, je peux le dire, comment le chef de la cité Bassin, c'est devenu le chef de la cité Bassin, c'est comment il se comporte, quoi. Et la mécanique subtile du tueur d'avenir, la chute de mon article raconte qu'en fait, je fais une métaphore comme quoi en fait c'est un duel où ils se flinguent leur avenir, parce que contrairement à ce qu'ils imaginent, tomber dans le stup à haute échelle, devenir un patron d'un point stup, il n'y a pas d'avenir. C'est 4 planches ou 4 murs, c'est-à-dire la mort ou la prison. C'est ça l'avenir, il n'y en a pas d'autre. Soit tu finis en prison, soit tu finis dans un cercueil, c'est l'un ou l'autre. Donc mon ambition, c'était de décrire cette mécanique qui nous mène à ça, à ces tueurs d'avenir, quoi. Parce que ils se tuent le leur, mais ils tuent l'avenir de l'autre aussi. C'est-à-dire que le système fait qu'un gamin qui est tombé dans les supes, qui est devenu un peu costaud, parce qu'il y en a quand même, il faut bien qu'il y en ait un qui réussisse un peu, il a flingué son avenir, parce que de toute façon, à 30 ans maximum, il meurt. Et, enfin, il meurt soit physiquement, soit socialement. Et, mais en plus, il va amener avec lui un paquet de jeunes. Donc c'est un tueur d'avenir du sien et celui des autres. J'avoue que c'était un petit peu tiré par les cheveux et un télo. Mais j'en suis content quand même.
Pensez-vous que les deux jeunes gens du deuxième article ghetto ont raison? Non, aléatoire. Ceux qui disent on peut pas en sortir là, Ouais, voilà, les deux jeunes. ils ont complètement raison. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, ces cités sont avant tout des ghettos scolaires. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du collège qui est à côté de Félix Piat, j'ai oublié le nom. C'est un collège où il n'y a plus de blancs dedans, il n'y a plus que des noirs dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la population la plus pauvre de là-bas a été mise naturellement dans ce collège. Et que tous ceux qui ont les moyens d'aller à l'encontre de la carte scolaire, soit par du piston, soit en allant dans le privé, sont partis. Et donc on a laissé les plus pauvres, à Félix Piat ce sont les Noirs, parce que ce sont les Comoriens, c'est lié à l'histoire de l'immigration. Ailleurs ça va être des Chaouis, si je prends la cité Fombert, c'est des Chaouis, donc c'est des Algériens, mais précisément des Chaouis. Si je prends la cité de la Renaude, c'est que des Gitans. Enfin, en fonction de l'histoire d'immigration de chaque cité, on a une population pauvre ou une autre. Félix Piat, la population pauvre, c'est une population de Noirs, de Comoriens précisément, et il y a encore des Sénégalais de la génération d'avant. Et donc dans ce lycée, il n'y a plus de Blancs. Mais le message qui est amené là-dedans, c'est pas un problème qu'il y ait que des Noirs, ça on s'en fout. Le message, c'est surtout, il n'y a que des pauvres. Et ça veut dire au minot qui rentre dans ce collège, mon gars, t'es foutu. C'est le message, même si c'est pas vrai, les profs sont à la hauteur, tout est à la hauteur. Mais le message, c'est t'es foutu, on t'a mis dans un collège, vous êtes qu'entre vous, et terminé. Le message, c'est ça. Et donc ces ghettos, que j'appelle les ghettos scolaires, qui sont les pires de tous, c'est les premiers. Celui de face à la Castellane de Barnier aussi, le collège Barnier, c'est un beau petit ghetto scolaire aussi. Alors là, on ne retrouve pas une seule population, mais on retrouve que les pauvres. L'espoir dans l'avenir est assez, dès le plus jeune âge, est assez faible. Et quand il n'y a pas d'espoir, si la jeunesse ne rêve pas, alors qu'est-ce que c'est mort, quoi. Si tu ne rêves pas, si dès le début, on te dit, bah, toi, tu vas travailler au Carrefour Le Merlan et tu vas transporter des palettes, toi, tu seras routier, c'est mort, tu fais rêver personne, c'est pas possible. Donc, je pense que ces ghettos font qu'il y a un enfermement dès le début. Et en effet, rentrer dans les cités, c'est faisable. C'est pas faisable, c'est facile. À part quelques cités à problème à un moment donné, mais la plupart, vous allez rentrer quand vous voulez. Peut-être d'entre vous vivent dans des cités d'ailleurs. Mais par contre, en sortir, dans le sens sortir socialement, c'est plus dur. C'est même très très dur aujourd'hui. Parce que l'emploi, mais c'est plutôt l'enfermement psychologique qui fait la différence. Bien. Merci. Merci.